Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission Point de vue en ce dimanche 10 septembre 2017. Le franc CFA est au cœur d'un débat épique entre partisans et pourfendeurs de cette monnaie utilisée dans 15 pays d'Afrique, dont le Sénégal, et garantie par le Trésor français. Justement, de l'avis des anti-CFA, ce n'est ni plus ni moins qu'un prolongement de la colonisation avec une devise qui, en vérité, freine le développement du continent. Vrai ou faux, nous allons essayer de mieux comprendre avec M. Ahmadou Al-Aminou Lo. Il est le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Sénégal. 30 ans d'expérience à la Banque centrale, justement, notre invité, formé au sein même de l'Institut de la BCEAO, après une maîtrise à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est un pur produit de la BCEAO qui a gravi les échelons jusqu'à la direction nationale. Monsieur Ahmadou Al-Aminou Lo, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ning, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous inviter à cette émission et comme vous l'avez annoncé, pour échanger sur un sujet d'actualité. Bien. Nous allons un peu peut-être faire dans le rappel avec ce débat qui, on le sait, a pris des proportions importantes lorsque un activiste qui s'appelle Semi Keba a brûlé un billet de 5 000 francs, arrêté suite à une plainte de la BCEAO. Il est relaxé au procès et le procureur avait même fait appel. Et au final, le gouvernement du Sénégal a pris la décision de l'expulser vers la France pour menace pour l'ordre public. Que vous inspire ce processus-là en tant que responsable au niveau de la Banque centrale? Je vous remercie, M. Ning. Ce processus, comme vous l'avez rappelé, M. Kémi Séba a eu à brûler un billet de 5 000 francs CFA et en cours légal. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, en sa qualité de banque centrale commune aux 8 États membres de l'Union qui lui ont délégué cette souveraineté, a été dans l'obligation de porter plainte en se constituant partie civile. Il faut le rappeler, c'est le Code de procédure pénale du Sénégal qui incrimine l'acte qui a été posé. Donc là, l'acte par la puissance publique, c'est par le pénal, la BCEAO aussi par le civil. Nous sommes constitués partie civile et comme vous l'avez rappelé, à l'issue du procès, il y a eu une relaxe. Nous avions, nous, symboliquement décidé de porter plainte parce qu'un acte très grave avait été posé et qui pouvait se traduire par des récidives. Comme vous le savez, c'est un attribut de souveraineté, la monnaie. Il a dit qu'il l'a fait de façon symbolique et notre institution, en sa qualité étant mandatée par l'ensemble des États membres de l'Union, a été obligée également de s'adresser à la justice pour que cet acte ne puisse plus se répéter. Vous l'avez rappelé, il a été expulsé. C'est une décision souveraine d'un État, l'État du Sénégal, qui, au vu d'éléments dont disposent certainement les autorités publiques sénégalaises, ont jugé utile donc de prendre un acte administratif et de l'expulser. Nous n'avons pas de commentaires particuliers. La BCEAO n'a rien à voir avec? Absolument rien. Mais vous êtes quand même au cœur du processus parce que, évidemment, on sait que vous avez porté plainte et vous êtes parti en procès avec le concerné. Au cœur du processus, encore une fois, rappelons-le, la Banque centrale est la Banque centrale des États, y compris le Sénégal. Donc on ne peut pas dire qu'on est au cœur du processus. Nous sommes avec l'État du Sénégal dans ce processus pour ce qui nous concerne au niveau civil, parce que ce billet qui a été brûlé nous appartient. La valeur appartient à ceux qui détiennent ce billet, mais le billet nous appartient. Quant à l'acte qui a consisté, la décision qui a consisté à l'expulser du Sénégal, c'est une décision souveraine dans laquelle la BCEAO n'est ni de près ni de loin partie. Mais qui vous satisfait quand même? Du tout, satisfait ou non. Vous savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les populations de l'Union sachent que, et je pense que cet objectif a été atteint, sachent qu'un billet de banque est un attribut de souveraineté qu'il faut respecter. Ce qui s'en est suivi, c'est l'action publique, et l'action publique appartient à la puissance publique. Nous sommes un établissement public international. Nous ne devons pas de commenter des décisions de justice. Nous ne devons pas non plus de commenter des décisions prises par un État souverain. Très bien. Alors, elle répond à quelle logique, cette offensive qu'on note contre la monnaie, le franc CFA? Vous le comprenez comment?
Alors, merci en tout cas de nous donner l'occasion d'expliquer. La raison de notre présence ici aujourd'hui, ce n'est pas pour répondre à des polémiques. Ce n'est pas pour polémiquer avec des économistes ou avec ceux qui se disent activistes. C'est vraiment d'expliquer aux populations de l'Union ce que c'est que le franc CFA. Vous savez, le banquier central a la parole rare. A la parole rare parce que à chaque fois qu'elle prend la parole, la Banque centrale prend la parole, elle veut que cette parole soit utile. Nous gérons un bien commun qui n'a pas besoin de beaucoup de discussions, d'échanges publics. Et ce bien commun intéresse toutes les franges de la population. C'est un bien commun, qu'on soit un jeune enfant, qu'on soit actif, non actif, entreprise, micro, moyenne, grande, commerçant, la monnaie vous intéresse. Et nous devons la gérer avec une communication adaptée aux circonstances. Alors aujourd'hui, nous sommes Est-ce que ce n'est pas là une posture qui vous porte préjudice quelque part, non? Non, vous savez, faites le tour dans toutes les banques centrales du monde. Vous ne verrez les banquiers centraux parler que par rapport à leur mission fondamentale, la politique monétaire. C'est en cette matière-là que vous les voyez intervenir. Parce qu'une banque centrale est soumise à un triptyque. Le premier, c'est une obligation de transparence vis-à-vis de ses mandants, qui sont les États. Ce que nous faisons, nous communiquons avec les États dans la transparence. Nos organes, on y reviendra certainement, reçoivent de façon régulière des reportings de la Banque centrale. Donc d'abord une obligation de transparence, de compte-rendu, une obligation de compte-rendu vis-à-vis de nos mandats. Deuxièmement, une obligation de transparence vis-à-vis des marchés, en l'occurrence les banques, les agents économiques. Nous devons tout expliquer. Et là également, ceux qui fréquentent nos sites Internet peuvent trouver tous les éléments de transparence. Et enfin, une obligation d'information du public. Mais cette information du public, il faut distinguer l'information du grand public et l'information du public lambda. Cette information, elle ne doit pas être intempestive. Il faut qu'elle soit paramétrée à des considérations particulières. Et ce débat-là, tant qu'il était resté un débat entre des gens qui s'y connaissent, un débat très responsable, nous ne serions pas sortis de notre réserve. Ce qui se passe, c'est que de l'intoxication se fait. Beaucoup de calomnies, beaucoup de contre-vérités sur le franc CFA. Double dimension, d'abord la dimension qu'on appelle une dimension servitude. Nous y reviendrons. Oui. Ce ne sont que des contre-vérités autour de cela. Et l'autre dimension, en ce qui concerne les avantages et inconvénients du CFA, en d'autres termes, est-ce que ce que certains appellent un statu quo et qu'ils dénoncent, est-ce que ce statu quo est ce qu'il y a de meilleur pour les populations de l'Union? D'accord. Alors, allons-y dans le volet politique carrément. C'est une question de souveraineté qui est posée ici. L'argument est le suivant. Avec une monnaie arrimée à celle de la France depuis 70 ans, c'est tout simplement une mise sous tutelle qui se poursuit. Alors, ceux qui suivent l'évolution de la Banque centrale, et là, il faut le dire, nous avons beaucoup écrit sur l'histoire du franc CFA. Et ceux qui veulent se renseigner peuvent se rapprocher de la BCEAO, ils auront tous les CD. C'est un document d'histoire en 3 tomes qui décrit toute l'histoire de l'Union monétaire ouest-africaine. Les réalités avant l'indépendance ne sont pas celles d'aujourd'hui. Il est vrai que ça s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. Mais depuis 1959, c'est le franc de la communauté financière africaine. Et c'est une monnaie qui suit l'évolution politique de nos États, l'évolution du contexte économique national et international. Dès 1960, à l'accession à l'indépendance, nos chefs d'État ont engagé un débat qui a consisté à voir comment reprendre cette monnaie et cette banque centrale à l'issue de beaucoup de réunions qui se sont terminées par la signature du traité de 1962. Traité dans lequel la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest gère sa monnaie, un capital qui lui appartient, des organes qui sont ses organes, évidemment avec la participation française. On aura l'occasion d'y revenir. Ça a progressé en 72-73, une seconde réforme qui a procédé à l'africanisation totale de la Banque centrale. Transfert du siège de Paris à Dakar,
africanisation du staff, la monnaie qui est mise au service du développement. Et si on regarde ces 3 étapes, d'abord, avant les indépendances, c'était 50% d'administrateurs français, 50% d'administrateurs africains. Et c'est la France qui dirigeait le conseil d'administration. En 1962, nous sommes passés à une règle de 1/3 d'administrateurs français et 2/3 d'administrateurs africains. Pourquoi? Et on y reviendra, parce que beaucoup de gens parlent de ce veto. Il ne peut y avoir veto que lorsque vous avez une majorité de droits de vote. Et enfin, en 1973, l'État français, dans sa participation dans la gestion de la monnaie commune, s'est retrouvé avec 2 administrateurs sur 18 administrateurs. Vous voulez dire donc au final que cette africanisation, ce débat sur l'africanisation de la banque n'est pas nouveau, il a été déjà soulevé? Il a été peut-être pas gagné entièrement. Il a été soulevé. Vous savez, M. Nying, si les gens savaient ceux qui ont pris en charge l'évolution de l'Union monétaire africaine depuis 1959, c'est de grands panafricanistes. Je crois que je donnerai un seul exemple pour les téléspectateurs sénégalais. Le professeur Amadi Ali Dieng, que tout le monde connaît ici au Sénégal, qui a été un grand dirigeant de la FEANF du temps colonial, était un agent de la Banque centrale jusqu'à sa retraite. Le premier gouverneur de la Banque centrale, tout le monde connaît aussi, disons, ses actions, son action militante autour du panafricanisme. Je veux parler d'Abdoulaye Fadiga, paix en son âme. Ce débat-là, c'est pourquoi nous sommes particulièrement surpris. Les pères fondateurs de cette union et de cette banque centrale, dès 1960, ont posé le débat de la décolonisation et de la gestion autonome de la monnaie. Reste maintenant une donne. Et c'est là où ils ont été visionnaires. Jeunes États indépendants, devant gérer les monnaies, leurs monnaies, ils ont longuement discuté. Parce que le seul élément d'ancrage entre les États ouest-africains indépendants, c'était le franc CFA. Et vous constaterez, de 1960 à 1962, nous sommes restés dans un statu quo parce qu'il fallait savoir que faire. Beaucoup d'options ont été sondées. Et in fine, les chefs d'État ont décidé que ce qu'il y a mieux à faire, c'est de garder une monnaie commune, d'être en commun et de ne pas avoir des banques centrales nationales. Mais là-dessus, jeune État, jeune nation, avec des ambitions de développement, il faut impérativement s'intégrer dans les circuits financiers internationaux, il faut financer le développement. D'où l'appel qui a été fait à la France, qui a consisté à garantir la convertibilité du franc CFA. On pouvait faire autrement. On aurait pu décider, comme l'ont fait certains pays, d'avoir une monnaie nationale non convertible. Nous avons fait, et les pères fondateurs, pour le bien-être de l'Union, pour leur permettre d'avoir un pouvoir d'achat interne et externe, on dit cette monnaie, nous allons en faire une monnaie convertible, et jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, africanisation de la banque acquise ou réussie depuis cette réforme dont vous parliez tout à l'heure, de 1973. Mais ce qui pose problème, disons, à ceux qui vous attaquent, c'est qu'il y a effectivement ce droit de veto de la France sur la politique monétaire de la Banque centrale. En quoi elle se résume cette histoire-là? Alors là également, c'est une méconnaissance complète des règles institutionnelles de l'Union. Ce ne sont que des contre-vérités. Et ça me permet de finir ce que je disais tout à l'heure. Vous voulez vous insérer au niveau des marchés de capitaux internationaux, soit vous avez une monnaie nationale non convertible, et regardez autour de nous. Beaucoup d'États ont fait ce choix, mais aujourd'hui, on sait les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les pères fondateurs ont dit une monnaie convertible. Une monnaie convertible, il fallait une garantie de convertibilité par le Trésor français. Et là où on parle de veto, ce ne sont que des contre-vérités. D'abord, le mécanisme. C'est d'abord un mécanisme qui consiste à dire que les réserves de change de l'Union, qu'est-ce qu'une réserve de change? C'est des devises. Lorsque le Sénégal vend son arachide, lorsque la Côte d'Ivoire vend son cacao, lorsque le Mali vend son coton, ou le Burkina son or, les devises qui sont gagnées, c'est des devises qui sont gardées dans des comptes extérieurs. Et pour montrer que c'est de l'intoxication, aujourd'hui la Banque centrale a des devises dans toutes les monnaies.
toutes les grandes monnaies. Nous en avons en dollars, en yens, en livres sterling et en euros. Ces devises, lorsque nous les gagnons, nous donnons la contrepartie en francs CFA ici. Mais les devises restent à l'extérieur. Toutes les banques centrales du monde n'ont pas des devises dans leur pays. Il faut fondamentalement ouvrir un compte à l'extérieur. Donc, ce qui régit le compte d'opération, c'est de dire, les devises que vous gagnez, les 50%, vous pouvez les mettre dans n'importe quel compte, de par le monde. Mais les autres 50%, vous les déposez dans un compte courant. Je vous donne l'exemple. Vous avez certainement un compte chèque et peut-être un compte d'épargne. Le compte courant, nous l'avons ouvert à la Banque de France, comme d'autres banques centrales non francophones, parce que si vous voulez utiliser de l'euro, vous allez ouvrir un compte à la Banque de France ou dans un pays qui utilise l'euro. Donc nous avons ouvert un compte courant à la Banque de France, par lequel nous réglons nos dépenses quotidiennes, et nous avons un compte d'épargne qui s'appelle compte d'opération, au niveau du Trésor français. Ce compte d'épargne, il est mouvementé quotidiennement. Les fonds qui y sont virés sont des fonds qui appartiennent à la BCEAO, qui sont libres d'utilisation. Mais un compte d'épargne, on n'y touche que lorsque vous n'avez plus rien dans votre compte chèque. Qu'est-ce qui se passe? Tant que nous avons des fonds dans notre compte chèque, les transactions financières qui nous sont demandées par les États, pour rembourser la dette par exemple, qui nous sont demandées par les opérateurs économiques pour importer du pétrole au Sénégal, pour importer du riz. Et comme on est dans l'environnement de retour de la Mecque, pour aller à la Mecque, il faut bien acheter des rials. Nous utilisons notre compte courant de la Banque de France. Mais si on n'a plus rien là-bas dans ce compte, nous puisons quotidiennement dans ce compte d'épargne qui est au Trésor français, qui nous appartient. Et ce compte, il faut le rappeler. Beaucoup de controversés qui disent que c'est une taxe, c'est faux. Totalement faux. Moi qui vous parle, j'ai été directeur des opérations de marché de la Banque centrale. Donc j'ai eu à gérer, moi, ce compte-là. Totalement faux. C'est de l'argent, compte d'épargne que nous gardons, que nous utilisons quotidiennement. Au moment où nous parlons, c'est sûr que le lendemain, donc lundi, vous verrez beaucoup d'opérations qui vont transiter et qui peuvent nécessiter qu'on touche le compte d'opération. Totalement faux. C'est donc un compte, naturellement, qui génère des intérêts. Au profit de qui? Alors, c'est comme du Trésor français ou de... Écoutez, c'est comme n'importe quel compte. Vous gardez de l'argent quelque part, on vous paye des intérêts. Ce compte-là, aujourd'hui, il est au compte d'opération, il est rémunéré à un taux intéressant, le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne. Ça veut dire le taux le plus élevé auquel la Banque centrale européenne prête de l'argent. C'est un compte où on nous rémunère, on nous paye de l'argent, mais encore une fois, au-delà de la rémunération, ce qui est important, c'est que l'argent nous appartient, je le dis à l'opinion publique qui a été prise à table. L'argent nous appartient. L'argent nous appartient. Mais le Trésor français, quand même, il gagne. L'argent nous appartient, l'argent est utilisé quotidiennement, l'argent nous rapporte des intérêts, et cet argent ne peut pas être autrement qu'à l'extérieur. D'accord. Alors, le Trésor français donne la garantie de convertibilité, évidemment, partout dans le monde. Vous avez ce qu'on appelle des déposits de garantie. Oui. Mais ce dépôt de garantie ne veut pas dire que ça nous appartient. C'est totalement faux. J'ai beaucoup entendu parler nos jeunes frères qui parlent de taxes coloniales. Totalement faux. Oui, le veto maintenant. Le veto. En quoi cela consiste? Le veto aussi, qui dit veto dit une décision à laquelle vous pouvez vous opposer. Je vous ai rappelé le processus. Oui. Avant les indépendances, en 1959, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est a été établie avec un conseil d'administration dans lequel vous aviez 50% de voix pour les Français, 50% pour les Africains. Aujourd'hui, la réalité après la réforme de 62, après la réforme de 1973, après la réforme de 2007, la réalité, voilà l'organisation institutionnelle de l'Union monétaire ouest-africaine. Vous avez la conférence des chefs d'État, qui ne comprend que les chefs d'État, membres de CFA. Vous avez le Conseil des ministres, où siègent les ministres des Finances et un autre ministre. Chaque État est représenté par 2 ministres, exclusivement des ministres africains. Vous avez la Banque centrale, son capital est entièrement un capital détenu à part égale par les États membres de l'Union. Et la Banque centrale a les organes suivants. Son conseil d'administration, son comité de politique monétaire, évidemment son gouverneur. Et le Conseil national du crédit. Le gouverneur qui était français jusqu'à 1975 et
africain. Vous dire donc que ce qu'on nous demande aujourd'hui, nous l'avons démarré en 62 et dès 62, il a été demandé d'africaniser le personnel, de transférer le siège. Mais évidemment, on ne passe pas d'une réalité de plusieurs années à une autre réalité sans des phases de transition. Et cette phase de transition a été bouclée en 1975. Le conseil d'administration, comme tout conseil d'administration, on sait très bien qu'il y a une majorité qualifiée et une majorité simple. Le vote au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale, c'est à la majorité simple des voix. Aujourd'hui, vous avez dans le conseil d'administration 10 membres. Le gouverneur qui est de la BCEAO, Tiemoko Meïlet Kone, qui en est le président, et chaque État est représenté par un administrateur, et la France également un administrateur. Ça fait 10 membres, majorité simple, aucun droit de veto dans le conseil d'administration. Vous passez au comité de politique monétaire, évidemment ce qui intéresse beaucoup nos économistes, qui est chargé de fixer les taux d'intérêt, qui est chargé d'une manière générale de tout ce qui concerne les conditions monétaires et financières. Mais ce comité de politique monétaire, si on regarde sa composition, encore une fois, les États membres sont représentés chacun par un représentant. Nous avons pris 4 universitaires réputés indépendants de façon tournante qui y siègent. 4 universitaires. Vous avez la France qui a un membre, vous avez le gouverneur de la BCEAO et les vice-gouverneurs. Également, dans ce comité de politique monétaire, les décisions se prennent à la majorité des voix. Où est le veto dans cela? Vraiment que les gens prennent le soin d'aller voir les statuts de la BCEAO. Ils verront qu'il n'y a pas de veto de la France. Droit. Je le dément formellement. Je le dément formellement. Les gens n'ont qu'à lire les statuts de la BCEAO. Malheureusement, M. Ning, beaucoup de gens parlent de cette matière-là sans prendre le soin d'aller lire. Le minimum, c'est les statuts de la BCEAO. Il n'y a pas de veto. Moi, j'ai eu à participer à plusieurs réunions du conseil d'administration du comité de politique monétaire. Le représentant français, comme vous le savez aussi, allez dans le droit WADA. Dans le droit WADA, vous avez des administrateurs indépendants. De plus en plus aujourd'hui dans le monde en matière de gouvernance, on vous dit de prendre des administrateurs indépendants. Mais écoutez, le français, il y est pourquoi? Il y est parce que la garantie de convertibilité emporte un engagement de la part de la France. Mais cette garantie de convertibilité peut être mise en œuvre lorsque nous n'avons pas suffisamment de réserves. Mais la France dit, et depuis 60, lorsqu'on discutait entre 60 et 62 des conditions de cette nouvelle banque centrale, elle a dit, écoutez, je ne veux pas m'immiscer dans la gestion du tout. C'est écrit noir sur blanc. D'accord. Mais je veux m'assurer que mes intérêts ne seront pas appelés sans que Jean soit averti. C'est pourquoi la France vient siéger dans ces organes, juste pour apporter à chaque fois son point de vue. D'accord. Donc pas de veto, mais à cause de cette garantie de convertibilité, elle a quand même, la France, son mot à dire dans les instances. Écoutez, son mot à dire, comme je vous dis, vous voyez des entreprises, vous avez des administrateurs indépendants qui ne sont ni membres du capital, qui n'ont aucune action dans cette entreprise et qui ont un mot à dire. Mais ce mot à dire, la coopération, et c'est peut-être qu'il faut y revenir. Ça ne va pas jusqu'à bloquer les... Non, il faut qu'on revienne... Les délibérations ou les... Il faut qu'on revienne. Le compte d'opération est un compte qui résulte de l'accord de coopération. Nous sommes des pays africains. Nous avons des accords de coopération avec les pays développés dans beaucoup de matières. Pourquoi nous n'en aurions pas dans cette matière monétaire? La France est membre de la Banque centrale européenne, nous amène des informations lors des réunions du comité de politique monétaire relativement à son vécu. Mais du tout, elle participe, elle contribue, elle donne son avis. En tant que membre. En tant que membre, comme le font les membres institut-personnels. Et je crois, aujourd'hui au Sénégal, nous avons la chance d'avoir un membre institut-personnel du Sénégal, qui est le professeur Adama Diaw de l'Université de Saint-Louis. Ceux qui veulent vraiment avoir une idée, aller demander au professeur Adama Diaw, est-ce qu'une seule fois il s'est rendu compte de débat où c'est un veto qui s'est fait? Parfait. Alors, une question relative peut-être à l'impression du franc CFA, toujours pour asseoir cette thèse des détracteurs de cette monnaie. Pourquoi on fabrique les billets de banque CFA en France? Monsieur Ning, là, je ne vais pas de faire de publicité, mais je suis obligé. Le journal panafricain Jeune Afrique
dans son édition de novembre 2016, a fait une carte de l'Afrique qui est là, où on rapporte où est-ce que les pays africains impriment leurs billets de banque. Là encore, je m'adresse à l'opinion publique. Beaucoup de contre-vérités ont été dites. Dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, il n'y a que le Ghana, le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et le Kenya qui impriment leurs billets sur leur territoire. Tous les autres pays font comme les États membres de la BCEAO. Ils font imprimer leurs billets à l'extérieur et c'est un nombre déterminé d'acteurs qui le font. L'imprimerie fiduciaire, c'est de la très haute technologie. Les faussaires n'arrêtent pas d'attaquer les billets. Si vous voulez avoir votre imprimerie fiduciaire dans votre pays, il faut vous assurer que l'investissement que vous mettez, qui coûte des milliards et des milliards, est un investissement rentable. Les pays que je vous ai cités, le Nigeria, 180 millions d'habitants. Écoutez, il n'y a pas photo. C'est sûr que le Nigeria, vu la taille de sa population et la taille de sa circulation fiduciaire, a les moyens d'amortir. Et là, je vous dirais, même les pays africains qui ont des imprimeries fiduciaires, pour l'essentiel, c'est en partenariat avec des spécialistes. Donc là, encore une fois... Les banques centrales, nos banques centrales n'ont pas les moyens de production de ces billets. Ils ont les moyens, il faut choisir. Aujourd'hui, si les chefs d'État décidaient que la BCEAO peut imprimer ses billets, la BCEAO va faire un compte d'exploitation. Mais est-ce qu'on est prêt à se retrouver avec une banque centrale qui fait des pertes? C'est les populations de l'Union qui vont commencer à parler de mauvaise gouvernance. La réalité, c'est pourquoi laissons tomber ces nationalistes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous oblige à donner l'exclusivité à la France, par exemple? Écoutez, mais il n'y a pas d'exclusivité, c'est des conditions. C'est des conditions à négocier. Si vous avez un éditeur historique qui vous fait des conditions favorables, qui répond à vos demandes, parce qu'il peut nous arriver d'avoir besoin d'approvisionnement, de demander à la Banque de France qui nous met dans sa programmation. Encore une fois, c'est parce qu'on parle de France. Mais la Banque de France, il y a un pays africain dont la monnaie, qui n'est pas membre de la zone franc, dont la monnaie est imprimée en France par la Banque de France. Écoutez, les cartes d'identité numériques du Sénégal, les cartes d'identité numériques en Afrique d'une manière générale, mais ils sont imprimées à l'extérieur. Pourquoi? C'est des questions de coût. Ce n'est pas vraiment des questions de lien colonial ou non, point du tout. Nous avons des liens privilégiés avec la Banque de France qui font que nous pouvons avoir des prix intéressants, des délais intéressants et aussi toute la sécurité nécessaire. D'accord. Monsieur Ning, permettez-moi de m'arrêter encore une fois et de m'adresser à nos jeunes frères activistes sur ces questions-là. Que ce soit la question du compte d'opération, que ce soit la question du veto, que ce soit la question du... Il faut savoir raison garder. La France est un partenaire, et un partenaire de l'Union, et un partenaire de beaucoup d'autres pays. Mais pour autant, ce pacte colonial dont on parle, ce pacte colonial n'est pas de mise dans cette matière monétaire et financière. Nous sommes particulièrement responsables, et comme je vous l'ai dit, pourquoi ces gens seraient plus panafricanistes que nous? Pourquoi les agents de la Banque centrale qui sont recrutés parmi la population, ces agents-là, on va les traiter de collaborateurs? Regardez ceux qui ont dirigé cette banque centrale-là, que ce soit au niveau de gouverneurs, que ce soit au niveau des directions nationales. Que de grands hommes, que de grands panafricanistes. Personne ne peut se sentir plus panafricaniste qu'un agent de la Banque centrale, parce que moi, je me définis d'abord comme un citoyen de l'Union avant d'être un citoyen sénégalais. D'accord. Vous n'allez pas accepter cette tutelle française, quoi. Mais il n'y a pas de tutelle, parce qu'encore une fois... Je mets entre guillemets, oui. Il faut parler de tutelle quand quelqu'un n'est pas majeur. Et allez partout en Afrique. Allez dans les grands forats internationaux. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est très respectée là-bas. Permettez-moi de le rappeler. L'Association des banques centrales africaines, donc, qui a comme ambition de créer la monnaie unique africaine,
peut-être beaucoup vont l'apprendre aujourd'hui, son secrétariat permanent est logé au siège de la BCEAO depuis 2002 par une décision de l'ensemble des gouverneurs des banques centrales africaines. Son personnel est un personnel de la Banque centrale. Donc, il faut savoir raison garder. D'accord. Nous sommes particulièrement des Africains fiers de l'être et fiers également de faire de sorte que cet héritage qui est l'héritage des francs CFA soit un héritage qui soit préservé par tout moyen possible. D'accord. Alors, en tout cas, pour bon nombre d'observateurs, placer des milliards, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup d'argent au Trésor français, en échange de la parité fixe avec l'euro, c'est freiner le développement économique du continent. Alors, évidemment, le meilleur moyen pour vous, BCEAO, de renverser cette thèse, c'est de montrer le rôle de la banque dans le financement de nos économies. Justement, quelle est la contribution de votre banque dans le financement des économies de la zone franc? Alors, M. Nying, une monnaie, il faut qu'on la définisse. Encore une fois, vous me permettrez à chaque fois de revenir et de parler terre à terre. C'est ce qu'il faut, hein? C'est quoi une monnaie? Une monnaie doit avoir 3 attributs. C'est d'abord une unité de compte. Ça veut dire quand vous comptez, vous allez dire 1 franc CFA, 2 francs CFA, vous allez dire 1 franc guinéen, 2 francs guinéens, 1 euro. Il faut, et ça, toute monnaie peut avoir cette caractéristique, il suffit que l'État dise que c'est l'unité de compte. Deuxième caractéristique, intermédiaire dans les échanges. Ça commence à être un peu compliqué. Ça veut dire, est-ce que c'est accepté dans le cadre d'échanges? Si je veux acheter quelque chose au marché, est-ce que si je donne du franc CFA, on va me l'accepter? Il y a des pays où la monnaie nationale n'est plus un intermédiaire dans les échanges. Les gens préfèrent une autre monnaie, ce qu'on appelle la dollarisation. Le franc CFA a cet attribut et a cet attribut reconnu. Et enfin, et c'est ça qui me permet d'enchaîner avec votre question, une monnaie doit être une réserve de valeur. En d'autres termes, si vous décidez aujourd'hui de dire, prendre un exemple, ma femme est enceinte, elle va accoucher dans 6 mois, il faudra bien que je fasse le baptême. Je vais attendre, j'ai de l'argent, mais je vais attendre dans 6 mois pour acheter de quoi faire le baptême. Ça, c'est parce que vous avez confiance à la valeur de cette monnaie. Mais si vous n'avez pas confiance, vous allez acheter tout de suite parce que entre le moment où vous avez l'intention de faire une dépense et le moment de l'achat, la monnaie peut perdre de la valeur. Par quoi? Par le taux d'inflation. Pourquoi le franc CFA est une monnaie aussi solide, aussi réputée? C'est parce qu'en matière de taux d'inflation, nous avons un taux d'inflation l'un des plus maîtrisés et les plus faibles dans l'Afrique, hors, je vais dire, Maroc. Et pourquoi Maroc? Parce que Maroc, nous avons exactement le même ancrage. Donc, une monnaie qui est très stable, parce que le taux d'inflation est très faible. Quelques statistiques, si vous regardez aujourd'hui au niveau de certains pays dont on nous parle, tels que le Nigeria et tels que le Ghana, vous avez des taux d'inflation à 2 chiffres. Nous sommes à des taux d'inflation d'1 chiffre. Donc, une monnaie stable. Deuxièmement, la stabilité externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la capacité aujourd'hui de permettre à tout investisseur qui investit dans votre zone, au moment de faire son business plan, de se dire « j'ai confiance parce que cette monnaie-là est stable ». Un seul épisode de crise de change qu'on a eu, c'est en 1994. Depuis lors, une monnaie particulièrement stable. Donc, le franc CFA est une solution pour le développement. Il est une solution. Mais démontrez-nous ça. Comment est-ce que vous contribuez au financement du développement de nos pays? Alors, quel est le rôle d'une monnaie? Je vous ai donné ses attributs. C'est quoi le rôle d'une monnaie? Pour être encore tête à terre, pour ne pas entrer dans un débat très technique, la monnaie, on ne lui connaît qu'une absence de vertu ou une vertu. C'est qu'à long terme, elle peut vous donner de l'inflation si vous faites de la planche à billets. Il y a un pays africain qui a un billet de banque qui vaut des milliards de dollars. Milliards de dollars de ce pays.
pour ne pas le nommer. Donc, et ce billet de milliards de dollars peut-être ne vous permet même pas d'acheter un sac de riz. Donc, si le franc CFA garantit à la fois l'inflation, permet également aux investisseurs étrangers de se dire, ce pays, si j'investis, je peux avoir de la stabilité pour mon retour sur investissement. Je vous donne un exemple très récent, parce qu'il ne faut pas l'ignorer. Notre épargne est très faible et nous avons beaucoup de besoins d'investissement. Quand vous prenez le taux d'épargne, il est aux alentours un tout petit peu de 20% dans notre zone, pour des investissements qui sont de l'ordre de 26% du PIB. La différence, c'est qu'il faut aller le chercher en empruntant à l'extérieur. Un seul exemple. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont allés sur les marchés extérieurs très récemment pour s'endetter. Il faut bien financer les infrastructures. Ils ont eu des prêts pour des montants très élevés à des taux d'intérêt inférieurs aux taux d'intérêt du Nigeria, avec également des montants supérieurs à ce qu'il voulait. Grâce au CFA. Grâce au CFA, grâce à ce régime de change, grâce à cette parité qui permet aux investisseurs d'avoir confiance. Et vous savez, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont endettés sur 15 ans. Alors, le franc CFA est une solution. C'est une solution parce que ça va permettre de maîtriser l'inflation, de préserver le pouvoir d'achat, de permettre également d'avoir des taux d'intérêt très faibles. Permettez-moi de le dire à nouveau. Lorsque vous venez dans l'Union monétaire ouest-africaine, le taux d'intérêt de la Banque centrale est de 2,5%. C'est le taux d'intérêt le plus bas dans l'Afrique en dehors du Maroc. 2,5%. Au Ghana, le taux d'intérêt de la Banque centrale est de 21%. Au Nigeria, le taux est de 14%. Donc, offrir de très bonnes conditions de financières, ça encore, c'est le français. D'accord. C'est grâce à la stabilité, vous le dites. Mais il y a un problème, hein, parce que ce qu'on raconte, c'est que bon, cette parité fixe avec l'euro, garantie évidemment par la France, est une sorte de handicap pour nos exportations. Vous savez, regardez ce que nous exportons, essentiellement des matières premières. Et ça devient encore un débat d'économistes, mais on va aller terre à terre. Oui. Vous me parlez des exportations, regardons d'abord les importations. Le Sénégalais qui veut consommer son riz, le riz est importé. C'est vrai qu'on est dans une politique d'autosuffisance. Si ce CFA n'était pas là, on aurait ce qu'on a vu dans d'autres pays. Je vais encore le citer, le Nigeria. En moins d'1 an, il y a eu une dégradation du taux de change du Naira presque de 40%. Donc, d'abord les importations. Le pétrole, si on en parlait, le franc CFA a ce rôle amortisseur. Sur les exportations, l'essentiel de nos exportations, c'est des matières premières. Beaucoup d'économistes en parlent, mais ces matières premières-là, il faut regarder leur élasticité. Est-ce que si nous avons un taux de change flottant avec le franc CFA qui vaut moins cher qu'avant, est-ce qu'on va acheter plus d'arachide? Est-ce qu'on va acheter plus de coton? Voilà des réalités sur lesquelles, je crois, les économistes parlent beaucoup. Il n'y a pas de consensus entre ce qui est mis entre une parité fixe et une parité flexible. C'est un débat qu'on va laisser aux économistes parce que ce n'est peut-être pas, disons, l'objet de nos échanges aujourd'hui. C'est de revenir aux réalités. Les réalités de la rue. Le franc CFA permet d'amortir les chocs par rapport un tout petit peu à ce qui se passe dans d'autres pays. Un taux de change flexible, vous retrouvez du jour au lendemain votre riz qui va coûter plus cher. Cela veut dire, si on est dans cette situation-là, du jour au lendemain, il faut être prêt chaque jour à aller renégocier son kilo de riz. Nous savons que c'est des éléments que d'autres ont tentés, mais ils l'ont tenté en prenant le risque. Le risque que vous allez avoir de la volatilité sur le prix des denrées de première nécessité. Encore une fois, le franc CFA est une solution. Très bien. Solution qui permet, dans une phase transitoire, qui durera autant que possible en fonction de la dynamique de nos économies, de permettre aux États de mettre en place des politiques de résilience. Parce que, comme vous le savez, la politique budgétaire,
Le gros problème de nos États, c'est beaucoup de dépenses urgentes, des recettes qui ne sont peut-être pas au rendez-vous parce que le taux de pression fiscale faut. Donc il faut donner les moyens aux États soit de s'endetter à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Et là encore, pourquoi le franc CFA est un élément intéressant. En moins de 5 ans, le marché des titres publics, nos États ont la capacité de venir emprunter ici à des Sénégalais, à des Ivoiriens, à des taux intéressants parce que le taux directeur de la BCEAO le permet. Je vous donne encore un, permettez-moi, monsieur. Sur un horizon de 3 mois, si l'État du Sénégal veut s'endetter sur le marché local, c'est aux alentours de 5%. Au Nigeria, sur 3 mois, l'État s'endette à 14%. Au Ghana, au même taux d'intérêt. Encore une fois, le franc CFA est une solution. Pourquoi? Ça permet à l'État de s'endetter à des taux intéressants pour les investissements. Ça permet également aux investisseurs étrangers de venir avec une stabilité d'un taux de change qui permet. Et ça permet aussi, à partir des taux d'intérêt de la Banque centrale, d'avoir des taux de financement à l'économie qui sont assez intéressants. D'accord. Alors, en définitive, le franc CFA n'est pas une monnaie coloniale. Elle n'est pas non plus un handicap au développement de nos pays. Elle est une solution, comme vous le dites. Mais la question qu'on peut poser avec peut-être beaucoup de pertinence, c'est qui a intérêt à mobiliser toute cette opinion contre le franc CFA? Alors, je crois d'abord c'est l'ignorance. C'est d'abord l'ignorance. Vous savez, la monnaie est une matière complexe. Les mécanismes monétaires sont des mécanismes complexes. Regardez ce qui s'est passé en 2008 dans les pays occidentaux avec la crise financière internationale. Tout le monde en a entendu parler. C'est parti d'un petit rien pour déboucher sur des conséquences catastrophiques pour le monde. Il faut que les gens aient l'humilité, quand ils abordent la monnaie, de se dire que ce n'est pas une matière où c'est un bouton où vous appuyez et vous avez un résultat. On nous fait beaucoup de critiques, c'est vrai. La critique, elle est la bienvenue, tant qu'elle est constructive et tant qu'elle repose sur des faits. Et encore une fois, je le répète, droit de veto, il n'y en a pas. Compte d'opération, c'est notre argent. Nos billets, nous les fabriquons à l'étranger comme beaucoup d'autres pays. Et le franc CFA est une solution parce qu'il permet à nos États... Mais alors, pour répondre à la question, qui est derrière? Qui a intérêt à... je ne cherche pas à savoir qui est derrière. C'est-à-dire, je crois, vraiment, la bonne foi voudrait. Et je vais les prendre un à un. Quand il s'agit de ceux qui sont activistes ou qui sont dans la rue, je pense que c'est essentiellement parce qu'ils ne savent pas. Et j'espère que les explications que nous donnons ici, c'est vrai que votre émission, en 1 heure, on ne peut pas tout expliquer, mais je m'y évertue. Qu'ils essaient de voir qu'il n'y a que de l'intoxication. L'opinion publique, il n'y a que de l'intoxication. Et j'imagine que cette intoxication, c'est des gens qui ignorent et qui peut-être, à partir de ce que nous allons dire, vont faire. Et qui a intérêt? Bon, je pense qu'il y a de l'idéologie aujourd'hui dans le monde. Vous savez, les fractures sont là. Fractures entre l'Occident et les pays tiers-monde, pays développés, jusqu'à développer des idéologies. Et il y a des idéologues qui sont là et qui développent beaucoup, disons, de thèmes et qui cherchent un bouc émissaire. Et dans notre zone, le bouc émissaire, ceux qui veulent s'attaquer à la France ou à ce qu'ils appellent, entre guillemets, la France-Afrique, pensent que le meilleur moyen, c'est de passer par le franc CFA et d'essayer de mobiliser une opinion publique en leur disant que le franc CFA est une monnaie coloniale. Ce qui est clair, et nous prenons à nouveau l'opinion à témoin, ne vous laissez pas intoxiquer sans prendre le soin de savoir vers où on veut vous amener. Très bien. Nous ne cherchons pas à savoir qui est derrière, parce que ce n'est pas notre rôle. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des spéculateurs, il y a de la médisance et de des professeurs économistes qui se disent économistes aussi, et qui ont trouvé un filon qui leur permet d'exister et de continuer à faire du buzz, de donner des interviews. Mais je vais vous dire une chose, beaucoup d'entre eux, à chaque fois qu'ils ont la possibilité, sur un plateau, de rencontrer un agent de la Banque centrale pour débattre, fuient. J'en ai fait l'expérience au mois de mars à Paris,
ou l'un des plus grands détracteurs du franc CFA, n'a pas voulu du débat. Lorsqu'il a vu que la Banque centrale était là, n'a pas voulu de ce débat. Alors, vous allez quand même tirer les leçons de cette situation-là, parce que évidemment vous voulez aller plus loin, vous voulez donner à la BCEAO plus de vigueur, plus embellir, rehausser son image. Vous allez tirer les leçons. Non, mais les leçons, nous ne les tirons pas parce que les gens parlent. Encore une fois, la Banque centrale, c'est un personnel choisi de façon rigoureuse. La Banque centrale choisit le meilleur de ce qu'il y a parmi ceux qui veulent travailler en Afrique. Ceux qui veulent travailler en Afrique. Vous pensez que nous ne réfléchissons? Non. Je vous ai parlé de la réforme de 62. C'est vrai, à l'époque, c'était les banquiers, les Français qui étaient là. Oui. Mais depuis l'africanisation en 75, c'est nous qui... Beaucoup d'initiatives sont prises par la Banque centrale dans la matière économique. Et vous me permettrez de le rappeler. Au-delà de tout, nous essayons de lancer l'initiative pour le financement des petites et moyennes entreprises qui a été lancée par le gouverneur Koné récemment. Comment faire pour, au-delà du financement des grandes entreprises, faire de sorte que les petites et moyennes entreprises soient financées? L'inclusion financière. Nous avons un programme régional et national que nous avons lancé. En ce qui concerne l'accès au crédit bancaire, nous savons qu'il y a des problèmes d'asymétrie d'information. Nous avons lancé beaucoup de projets. Nous avons un grand projet lancé par les chefs d'État de relance du financement des économies. Alors les alternatives, la dynamique de nos économies, nous les suivons. Nous avons les meilleurs économistes. Nous avons les meilleurs financiers à la Banque centrale. Nous surveillons la dynamique de nos pays. Nous prenons et proposons à nos États ce qu'il y a de mieux. Beaucoup de choses se disent. Des projets ont été lancés par les chefs d'État. Je vous parlais de la monnaie unique CEDEAO, je vous parlais de la monnaie unique africaine. Mais je vous l'ai dit, l'APCA, nous hébergeons l'APCA. L'association Lamao qui s'occupe de la monnaie unique africaine, nous sommes membres. Nous participons à toutes les réunions. Moi qui vous parle, j'ai participé personnellement, au nom de la Banque centrale, en 2008 à Accra, à la confection de la feuille de route pour la monnaie unique. C'est vous dire que nous surveillons la dynamique de nos économies. Le franc CFA restera ce qu'il est tant qu'il n'y a pas une alternative crédible. Et cette alternative crédible, nos chefs d'État en décideront sur la base de propositions qui seront faites. Des chantiers ont été lancés tels que celui de la monnaie unique de la CEDEAO. Il y a beaucoup de gens qui nous disent aujourd'hui accélérer. Vous savez, c'était en 2020, non? 2020, mais ça a encore été repoussé. J'y étais. On a longuement discuté. Il y en a qui disaient Big Bang. Big Bang, c'est quoi? Vous y allez tous, vous laissez tomber votre franc CFA. Mais est-ce que les populations en auraient voulu? Ce qui a été demandé, et vous me permettrez, M. Ning, pour aller à la monnaie unique CEDEAO, pour y arriver, le processus est très simple. Et ceux qui en parlent doivent aller. C'est qu'on a dit qu'il faut une seconde zone monétaire. Entre le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, la Gambie, le Libéria et la Guinée. Qu'ils essaient de créer un instrument ensemble de gestion monétaire. C'était ça le design de base. Ça ne s'est pas fait. Les réflexions continuent. La BCEAO suit, mais au nom des populations de l'Union, au nom des États et des chefs d'État qui nous ont fait confiance, nous avons l'obligation à chaque fois de venir présenter ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux pour l'instant, pour peut-être encore quelques temps, quelques années. On saura. C'est de garder cette monnaie. Cette monnaie qui est encore une solution, qui permet aux populations d'avoir de la valeur, c'est-à-dire du pouvoir d'achat qui est sauvegardé, qui leur permet de disposer de devises. Mais le franc CFA circule au Nigeria, circule au Ghana, circule en Gambie. Vous pouvez aller en Guinée avec du franc CFA. Donc, quand les populations de l'Union ont à la fois, au niveau interne, la préservation d'un pouvoir d'achat, et au niveau externe, la possibilité d'accéder à des devises de façon illimitée, c'est donc le franc CFA est une solution. C'est une solution. Alors, quelques secondes sur le spectre d'une dévaluation. Là aussi, c'est évoqué. Qu'est-ce que vous en dites? Du tout, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les réserves de change de l'Union monétaire ouest-africaine, aujourd'hui, nous avons environ 12 milliards d'euros de réserves de change. À peu près 7 700 milliards de francs CFA de réserves de change.
qui représente 5 mois d'importation. Ce que ça signifie, je vais encore le dire aux populations. Si nous prenions le cas de l'ensemble des pays de l'Union, pendant 5 mois, aucune exportation, la BCEAO est capable de payer toutes les importations. Et enfin, le taux de couverture de l'émission monétaire, ça veut dire la capacité de la Banque centrale à rembourser en devises tous les billets et monnaies en circulation, nous sommes à 75%. Il n'y a aucun risque de dévaluation dans la zone franc CFA ouest-africaine. Et je pense qu'en l'espèce, si ça sort de la bouche de la BCEAO, on va dire, c'est... mais le Fonds monétaire international, pas chaque année, dans chacun de nos États de façon régulière, à la BCEAO annuellement, et chaque fois rend compte à son conseil d'administration. Et le dernier rapport du Fonds, ce qu'il a répété à nouveau, c'est que les fondamentaux du franc CFA Afrique de l'Ouest sont solides. Nous avons même des gains de compétitivité de 25% par rapport à nos partenaires. Très bien. Et on ne peut parler de dévaluation que lorsque une monnaie est surévaluée. Ce n'est pas le cas du franc CFA. Gardez encore votre franc CFA. N'écoutez pas ceux qui sont là en train de vous intoxiquer. Nous avons une monnaie réputée, une monnaie solide et qui répond aujourd'hui aux besoins et des agents économiques et de nos États et sur lesquels nous continuerons avec la confiance des populations et par le truchement de nos chefs d'État et de nos ministres de les gérer pour le compte des populations. Merci beaucoup. Le franc CFA, donc une bonne monnaie, parole du directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Ahmadou Al-Aminoulo, merci. Je vous remercie, Monsieur Nying. Ça a été très court pour tout expliquer, mais absolument. Ce que nous visons, on aura certainement c'est que ça donne l'occasion à tous ceux qui ont entendu ce qui a été dit ici, d'aller sur le site internet de la BCEAO et de se faire définitivement donc leur conviction sur ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain.